Jacques Godet disait, écrivait, Paris-Roubaix est une folie que le sport cycliste propose chaque année à ses officiants. Je crois que c'est ça. Alors, Paris-Roubaix est une folie, oui, bien entendu, à savoir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Une course sur des routes archaïques, dangereuses, pleines de risques, qui font mal à l'organisme. Donc c'est un peu une folie, mais une folie librement consentie. C'est une folie que le sport cycliste propose. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de l'accepter, n'est-ce pas? Propose chaque année à ses officiants, bah oui, ceux qui sont motivés, qui croient, qui veulent Paris-Roubaix, eh bien ils l'ont à leur disposition une fois par an. Allez. Ah. Voilà. Allez, grand. C'est bien. On fait ça jusqu'à quand, là? Bon, on fait ça 10 minutes à quart d'heure, mais tranquille. Hein. Allez, les gars. Ici, c'est pour les sensibiliser et les faire travailler sur les problèmes d'adhérence qu'ils peuvent rencontrer sur tout type de course, et surtout une course comme Paris-Roubaix où il va falloir apprendre à être adroit sur les pavés notamment. Surtout sur le mouillé, quoi. C'est là l'avantage qu'on a par rapport à d'autres coursiers, quoi, tout simplement. Et puis bon, affronter aussi le froid. Parce que ça aussi, des moments il faut s'entraîner quand il pleut, quand il neige. Le cyclocross le dimanche, on ne sait pas quelles conditions climatiques on va avoir. Donc c'est pour ça que quand même le cyclocross, ça nous apporte quand même beaucoup d'avantages. Voilà. Bon là c'est un pisteur. Donc c'est vrai que lui il a tout à apprendre, hein, ça n'a rien à voir pour la piste. Allez, Brad. Ouais, faut pas se relâcher. Écoutez le public de Roubaix. Écoutez fini à ça. 60 à l'heure, c'est prodigieux. Maggio, vainqueur de Paris-Roubaix pour la deuxième fois. Le seul Français à avoir réussi pareil exploit depuis 1921, depuis 70 ans. Vainqueur du 89e Paris-Roubaix, vainqueur de légende devant des milliers de spectateurs qui lui réservent une ovation. Marc Maggio. Quand tu es sur ton vélo, tu passes comme ça, il faut que tu profites bien de l'élan. Et quand tu arrives le pied là, c'est ce qui doit te propulser en même temps. Il faut que ce soit pas un mouvement haché et arrêté. Il faut que ce soit en perpétuel mouvement. Il faut que tu profites de ta vitesse. Tu ne dois jamais freiner. Moins tu freines, moins tu dépenses d'énergie. Moins tu dépenses d'énergie, plus tu es performant. Allez garçon, c'est reparti pour un tour. Amuse-toi. T'as vu, hein, c'est pas simple. Hein. Non. Je crois que c'est celui qui est le plus motivé par Paris-Roubaix. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il sait passer cette motivation à ses coureurs. Il est plus à fond que ses coureurs pour Paris-Roubaix. Lui, je suis sûr que déjà dans ses stages d'entraînement en début de saison, il est déjà à Paris-Roubaix et il est encore sur le vélo. Donc il doit motiver ses coureurs à bloc pour Paris-Roubaix. Une poignée de main qui ont dit non au dernier kilomètre de Cyril Guimard avec Marc Maggio, et Cyril Guimard qui réédite ainsi une autre de ses victoires. La victoire de Maggio en 85, lorsqu'il était dirigé par Cyril Guimard, la présence simple de Cyril Guimard a apporté énormément de choses dans cette victoire. Je pense qu'il y a un parallèle entre Guimard-Maggio, Maggio-Guédon. En fait, Guimard donne son savoir en bon pédagogue, en bon entraîneur, donne son savoir à Maggio. Maggio le retransmet à Guédon. Et Guédon, qui est loin d'être un coureur bête, est vraiment très intelligent. Il a compris tout le savoir, les conditions ont été favorables pour qu'il gagne. Et donc en 97, c'est véritablement un grand Guédon et un grand Maggio. Voilà le virage à droite. Nous 5 sur le vélodrome. Moncassin et Schmiller ont été repris juste avant l'entrée sur le vélodrome. Frédéric Moncassin en première position, juste derrière lui, Johan Muséan. Mon rôle, ça a été d'essayer de lui faire comprendre que non seulement il pouvait bien réussir sa course, mais qu'il pouvait éventuellement la gagner. Le petit truc qui fait passer de la 5e ou 10e place à la première éventuellement. Le dernier tour, un tour de piste. Frédéric Moncassin en première position, Muséan en deuxième position. Schmiller en troisième position, Sorensen en quatrième position. Marc Wouters est là également.
tout comme Jean Plancarte. Toujours Mocassin calé à la corde. Il y a un lycée au centre. Et voilà. Allez vous rhabiller. Incroyable. Guédon. Écoute. Frédéric Guédon de la Française des Jeux. Frédéric Guédon qui gagne. Moi ça me Sur le podium, il va recevoir les fleurs. Il porte le nouveau maillot, un nouveau maillot de ce peloton professionnel. C'est bien sûr le maillot de la Française des Jeux, directeur sportif Marc Madiot. Et s'il faut tirer un immense coup de chapeau à Frédéric Guédon, il ne faut surtout pas oublier, au moment de la distribution des lauriers, Marc Madiot. Vous avez entendu tout à l'heure Frédéric Guédon dire, depuis pratiquement le mois de septembre dernier, avec Marc Madiot, on ne parle que de ça. Marc Madiot qui l'an dernier avait vu la 14e place de Guédon. With a good sleeping. Yeah. Good massage. So it will be more. Can't believe how or like this, you bum jumping on the seat. You see on TV? Yeah, before, but it doesn't look so bad on TV. You can say I was in this place. Sur le pavé, vous rentrez 40e, 50e, vous voyez que devant ça filoche, vous filochez. Vaut mieux perdre 10 places que de chercher à en gagner 10. Je me répète chaque année pour ceux qui sont là depuis plusieurs années avec moi, mais c'est vital. Si vous êtes économique sur le pavé, et toute la journée, à un moment ou à un autre, dans le final, vous aurez de la force en plus. Non, mais c'est con, mais j'insiste bêtement. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte chaque année, quand on regarde les trucs à la télé, il y a des mecs qui roulent comme des cons parce qu'il y a la télé, parce que c'est Paris-Roubaix. Ça sert à rien. Ça sert à rien. D'autant plus que si c'est sec, sur certains secteurs, vous les avez reconnus, vous devez sentir si vous pouvez dévisser ou pas. Donc dans ces secteurs-là, on est économique, on enlève la petite dent et on reste. Et on se laisse, on perd quelques places, c'est pas grave. C'est tout de suite regagné à la sortie. Par contre, si vous sentez qu'il y a, moi je vous guiderai aux oreillettes, si avant de travers, en sortant des pavés, il faut être placé. Donc à vous d'être lucide en permanence. Ne vous laissez pas déborder et emporter par l'événement. Restez lucide, analysez, comprenez, regardez qu'il y a autour de vous. Si vous voyez qu'il y a une cassure, mais vous voyez qu'il y a un gros, un Mapei, un gros avec vous, un Van Petegem ou je ne sais qui, vous faites le mort, vous vous laissez ramener. Ces gens-là, ils doivent vous ramener, eux, ils vont faire l'effort de toute façon pour rentrer. Profitez de toutes les situations. Dans ce genre de course, il faut être économique et profitez de tout ce qui se présente devant vous. Chaque petit dixième de force économisée, c'est ce qui vous permettra peut-être d'être dans le final avec les meilleurs. Si vous voulez vous en sortir dans cette course-là, c'est la seule solution. La seule solution. Il n'y en a pas 50 000, il n'y en a qu'une. Ou alors, il faut s'appeler Tafi ou Muséou ou machin. Mais ce n'est pas notre cas. Du moins, pas pour l'instant. Et même si c'était notre cas, ce serait la même chose. On a l'impression que la potion magique, elle est quand même concentrée dans un petit nombre de mains. C'est justement, les bons sorciers, ils gardent toujours. Le métier de coureur cycliste, il ne s'apprend pas, il se vole. Oh, mais moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, les anciens m'ont toujours dit et ça. On se fait sa propre expérience. C'est pas du tableau noir, c'est pas du b.a.-ba, c'est pas un livre dont on apprend une page chaque jour. C'est des petits ingrédients qu'on s'approprie et qu'on... c'est comme le cuisinier, ça. Qu'on façonne à sa propre façon. Il y a des courses qui ont besoin des coureurs pour exister. Et pour des courses comme le Tour de France ou Paris-Roubaix, c'est l'inverse. C'est nous, coureurs, qui avons besoin de ces courses-là pour exister. Donc la course se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de noms ronflants au départ pour exister. Elle a tellement sa légende que... Ouais. C'est la course même qui fabrique ces coureurs. Le mec qui gagne, c'est forcément un bon coureur, quelque part. Même s'il n'était pas forcément attendu à l'arrivée. Mais c'est forcément un bon coureur. Déjà parce qu'il l'a voulu.
c'est vrai. De toute façon, on ne change rien comme hier, on a dit dès le départ, sans pouvoir mettre dedans. Et puis merde. Rien qu'en partant d'ici, on sent déjà la sensation du mollet qui bouge un peu, la petite douleur qui arrive. On essaye de trouver des motivations pour arriver sur les pavés et puis avoir un gros cœur et puis une envie de traverser cet enfer, quoi. Ça c'est une course. Allez, ciao. Aujourd'hui, je pourrais pas en faire une année sans faire Paris-Roubaix parce que Paris-Roubaix c'est un peu aujourd'hui mon bébé et je le couve comme on doit couver une telle épreuve. Quelqu'un qui nous est cher. Ouais, ou quelque chose qui nous est cher. On vient du vélo tous les deux. Moi, j'ai comme toi un attachement au pavé, mais en vieillissant, il est devenu moins sportif, peut-être moins attaché à la course, ce que tu fais parfaitement. Et moi, mon attachement, il est plus, je le sens maintenant plus régional, plus patrimonial, tu vois. Je ne peux pas empêcher de marcher sur ces pavés-ci comme sur d'autres en me disant, ben voilà, autrefois, il y a des paysans avec leur cheval, leur carriole qui ont roulé là. Il y a des mineurs qui allaient travailler avec un gros vélo là-bas. Et c'est peut-être une fonction, une route qui avait un rôle social, un rôle de communication. Les gens ont pris conscience que les pavés du Nord, s'ils disparaissaient demain... Mais c'est une prise de conscience relativement récente, car moi je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, la mode était à la destruction des pavés. Les maires voulaient remplacer ces chemins par de l'asphalte. Il était presque honteux d'avoir des pavés sur sa commune. On parlait d'enfer du Nord. Pour l'image, je me souviens que Pierre Mauroy, d'ailleurs, à un moment nous avait dit, mais vous comprenez, c'est négatif pour l'image du Nord, cette expression enfer du Nord. Et je le comprenais. Et il me semble qu'on a réussi à inverser la tendance aujourd'hui, à faire passer ce message patrimonial, environnemental. D'ailleurs, c'est un peu plus à la mode. Et aujourd'hui, les politiques se disent, bah ouais, ils ont raison, il faut qu'on garde ça. C'est notre passé, c'est à nous, et soyons-en fiers. Regarde-moi ça, c'est bon travail là. Tu te rends compte là, il y a presque 2 voitures qui passent là. Voilà. Alors avant tu passais pas. Alors qu'avant ça s'arrêtait là. Ouais. Et ça s'arrêtait ici. Ouais. On gagne 1 mètre. En gros on est bien dans les deux côtés. Ouais. Et tu te rends compte là, regarde l'épaisseur de terre qu'il y a. Oh ouais. On n'aurait jamais trouvé une entreprise. Non, on aurait perdu trop de francs. Pas ce genre de travail. Non. C'est plus un lycée comme le vôtre qui puisse faire ça. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de tracer ces houes. Ouais. Mais il faudrait qu'elles soient consolidées, qu'elles soient en béton, qu'elles soient... On va évacuer l'eau de manière... C'est bien parce que si un jour tu roules dessus, hein, que tu crèves ici, tu sais L'année prochaine, tu fais ça en junior, c'est ça? Non, en lui, hein. En espoir. En espoir. C'est bien. Donc tu passeras sur le pavé que tu as rénové. Sur ton pavé. Alors si tu tombes, c'est de ta faute là. Bon, je serai derrière toi, je te préviens. Hein. Si je te double, ça ira mal. Hein. Participants de ce 100e Paris-Roubaix, les concurrents, les officiels, les suiveurs et les invités, que toute l'équipe de la société organisatrice Amaury Sport Organisation, dirigée par Daniel Ball, Jean-Claude Hérault, Jean-François Péchu et moi-même, est heureuse d'accueillir. Elle est partie! Alors qu'un petit groupe de 20 coureurs tente de sortir du peloton, nous sommes au kilomètre 26. T'as vu le tableau? Ah putain, ouais. C'est parti. Ouais, une grosse vingtaine, hein. Ah oui, vas-y. Trentaine, hein. Ça pète. On a Jackie devant, on a Jackie.
Restez devant le peloton, hein, restez devant, hein, parce que ça peut ressortir. Hein. Il y a une tension nerveuse qui s'installe au fil des kilomètres, et plus on se rapproche des premiers secteurs pavés, plus la course est nerveuse, plus ça frotte, plus il y a des risques de chute. C'est les guidons qui touchent derrière, dans les fesses, sur les côtés. C'est le coureur qui pousse sur le côté. C'est les coups de frein, c'est les relents, c'est éviter les coureurs, les vagues. En fait, frotter, c'est au millimètre, quoi. Le sprint va commencer. Les gens mal placés, ils vont commencer à monter sur les trottoirs, à passer dans tous les sens. Donc en montant les trottoirs, il y a un risque de crevaison, c'est évident. Risque de chute peut-être aussi. On ne connaît plus mère et père, chacun pour soi. Chacun est prêt à mourir pour pouvoir rentrer dans les meilleures positions possibles dans le secteur pavé de Troisville, quoi. Les premiers hectomètres sur les pavés au niveau psychologique sont importants. On sent si on est dans le bon tempo ou pas, si on a les bonnes sensations ou pas. Donc parfois au bout de quelques centaines de mètres, on sait qu'il faudra revenir l'année d'après pour pouvoir avoir une chance de gagner, quoi. Tout à l'heure, il y avait US Postal, mais maintenant, c'est Tacony. Mais tu te laisses emmener, hein, comme d'hab. Hein. C'est pas grave. C'est pas maintenant qu'il faut être bien. C'est pas maintenant, hein. Maintenant, tu manges et tu te laisses emmener et bien au chaud. Vous allez avoir la pluie un peu plus loin. Hein. On m'a téléphoné, ça va être humide. Mais tu changes rien sur les gonflages et tout. Normalement, tout est réglé, tout doit passer. C'est bien les gars, restez bien placés, hein. Restez bien placés et maintenant il va falloir se battre. Hein. Vous vous battez comme des chiffonniers pour rentrer placés sur les pavés parce que ça va péter d'entrée. Allez, bien Franck, allez, c'est bien. Allez, Jimmy. Le petit peloton à 2 minutes 50, peloton très étiré sur ce premier secteur pavé. Peloton qui a explosé dans le secteur de Troisville. Attention, chute du 125 Nazon de la Française des Jeux. Merde. À droite de la route, attention voiture médecin. Oh la merde. À chaque fois que le peloton arrive sur un secteur pavé, c'est un piège. Les effectifs, ils roulent, ils sont tous roue dans roue, ils ne veulent pas lâcher le morceau et ils ne voient rien. Et je pense que les coureurs ne se rendent pas compte. Oui, bon, ils veulent rentrer, mais ils ne pensent pas que ça va toucher, que ça va se casser la figure. Ils pensent que tout va rentrer. Et malheureusement, tous les ans, il y a des tas de coureurs à terre. En général, les chutes sont assez spectaculaires, donc c'est ce qui fait qu'on dit « Oh là là, c'est dangereux, c'est dangereux ». Oui, d'accord, c'est dangereux. On glisse, et après? Moi, j'ai fini à l'hôpital aussi à Paris-Roubaix. Ça ne m'empêche pas de dire que c'est une course qu'il faut accepter telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il est piolé. Il est blessé, non? Pas trop grave, je pense. J'ai jamais entendu un coureur qui m'a dit bah t'es fou. Jamais, au contraire. Moi j'ai l'anecdote de Charlie Mottet qui a voulu faire Paris-Roubaix et le terminer. Et je me rappelle à la sortie des douches, il m'avait dit écoute, c'est une course
complètement différente des autres, mais le coureur qui n'a pas fait Paris-Roubaix, c'est pas un coureur. Et Charly n'avait pas sa place. Pas de prédisposition pour ça. Pour ça, donc, et plus encore, des types comme Madio, Duclos, Ballerini, Tafi, Museux, eux, ils en redemandent. Ah bah eux, ils disent, il n'y a pas... Il faut surtout garder bien les pavés. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Oui, bien sûr. Oh, faut trop gonfler, hein. Faut trop gonfler, hein. Bah ouais, j'ai dégonflé, mais trop tard. Eh, porte la mire, on est dans la bagnole. Marc, il tout. Allez, les gars. Oh. Je suis loin, là, non? Ouais. Quoi, j'arrête, hein. Je peux pas prendre le risque de continuer. Je croyais que t'allais bâcher, moi, là. Hein? Je croyais que t'allais bâcher, là. Ils reviennent par là, les soigneurs. Ah, ils passent là. Ouais, vas-y. Cette route-là. Le peloton qui vient de rentrer dans la zone 22 pour le peloton principal, zone 22, zone du pavé de Aussi. Ouais, on a 140 bandes de fait, il en reste 120. Dans la tête, l'euphorie commence à baisser. Allez, on est parti. Tu veux rien manger? Ça passerait pas, hein? On revient demain. Hein? Je mangerai mieux demain. On est loin là. On avait tout bon, on a tout joué. T'as vu Christophe et puis Franck. Ouais, tout ça, c'est on voit tout de suite. Maréchal, 38, Virouten. J'ai les doigts gelés. Pas mal de gamelles, non? Non, ça va. Non, ça va. Ouais, puis là, plus tu vas avancer, moins il sera mouillé le pavé. Je te dis maintenant, ça va être... Là, après Arambert, c'est une course du chacun pour soi. Hein. Mais bon, faut passer à Arambert. C'est véritablement l'enfer du Nord, c'est véritablement un Paris-Roubaix qui sera de plus en plus difficile parce que n'oubliez pas que nous n'avons couvert finalement d'environ 100, 135, 140 km. Nous sommes pratiquement à mi-course, donc dur, donc chien sur ce Paris-Roubaix 2002. Ce n'était pas véritablement prévu visiblement la petite. Je sais pas combien il peut y avoir de personnes ici, un millier de personnes. Les enchères sont là. Les autres le regardent à la télé, mais ils voient rien. Ils voient la télé. Mais on pourrait peut-être presque les toucher, mais ils vont trop vite. Arambert, c'est un passage extrêmement délicat dans la mesure où il est long.
Il est sombre, il est souvent humide. Il est fait de pavés assez difficiles dans la mesure où il n'y a pas vraiment de trajectoire idéale sur ce secteur-là. C'est un secteur où il y a aussi beaucoup de public. Maintenant, on a mis des barrières, donc ça change un petit peu la donne. Autrefois, quand on passait dans cet endroit, il y avait le public qui était quasiment sur les pavés. On slalomait un petit peu à travers le public. Ça donnait des images de télévision assez exceptionnelles. C'est Jean Stablinski qui a fait découvrir ça à Albert Bouvet pour justement en 68 faire passer la course par cette tranchée d'Arambert. J'ai travaillé 9 mois à la mine à Arambert, là, comme ça que je connaissais l'endroit. Et il est vrai que je suis le premier à avoir passé en dessous et au-dessus parce que ma galerie, quand je descendais à la mine, elle passait juste en dessous de ces pavés de Paris-Roubaix. Mais le jour de la course, il a eu très très peur parce que c'est l'année où ils sont arrivés. Ils sont restés une vingtaine. Il pleuvait, une vingtaine. Une vingtaine de coureurs sont arrivés à Roubaix. Ouais, et je crois que Jacques Godet a été voir Albert Bouvet, lui dit bravo mon vieux, bravo, on a sauvé Paris-Roubaix. Et encore, même s'il n'y en avait eu qu'un qui serait passé, c'est quand même bien. Voilà, quelque chose comme ça. Ils savaient tous que j'avais découvert un peu le parcours. J'ai pas osé d'aller aux douches tout de suite. Hein. C'était quoi la réaction La réaction, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais après, bon, c'est comme ça. Et maintenant, ceux qui n'ont pas connu les anciens parcours, ils prennent le parcours tel qu'il est. Chaque fois qu'il y a eu un accident, une chute grave ici, le lendemain de la course, on se demandait, les journalistes souvent, faut-il conserver la tranchée d'Arambert? Je me souviens que la première année où Musseux a eu un accident grave ici, le titre des sports de Bruxelles le lendemain, faut-il trancher la tranchée, le jeu de mots. Et on s'est fait attaquer violemment. Ces journalistes ne trouvaient pas avant que c'était dangereux. Alors le risque, il est inhérent à la nature de ce terrain. Notre mission, notre devoir, notre travail, c'est de les diminuer au maximum. C'est la raison pour laquelle, tu te souviens, on a commencé à protéger un côté, de sorte que les spectateurs ne viennent pas bousculer les coureurs et que les coureurs ne prennent pas le risque de glisser dans la gadoue. Je crois qu'on navigue toujours sur le fil du rasoir. Hein. Comment faire en sorte que ça ne soit pas trop dangereux et comment faire en sorte que la course soit fidèle à son esprit, à sa légende, à ses risques. Quand on est coureur et qu'on fait Paris-Roubaix, qu'on va dans la tranchée d'Arambert, on savait où on allait. C'est ce qui fait partie de la magie du truc. À partir du moment où on essaie de tout ordonner, de tout aseptiser, on perd de l'intérêt, je trouve. À un moment donné, il y a une responsabilité du coureur qui dit bah ouais, ok, j'y vais ou j'y vais pas, c'est tout. Alors ça peut paraître, ce que je dis, ça peut paraître un peu irresponsable, mais il y a des choses comme ça auxquelles il ne faut pas trop toucher. Attention, ne traversez pas, s'il vous plaît. Là, ils vont arriver à plus de 60 km/h pour arriver dans l'entonnoir. Regardez-les, regardez-les. Super. Ouais. 60 km/h dans la tranchée. Magnifique. Et je parie que t'en as pas reconnu, là. Aucun, mais je suis content. Je suis content. Oh les gars. Vous avez vu comment ils arrivent là? Des vrais gueules noires. Ils sont tout noirs.
Le monde qu'il y a. Putain. Regarde ça, là, t'as une vue là. Du truc. Tu vois un peu? Ouais. Il y a de la casse, ouais. T'as pas de trajectoire ici. C'est nous qu'on appelle les gueules noires maintenant, c'est plus nous. Hein? Avant on était les gueules noires. Maintenant on peut plus avoir la gueule noire. Et ils nous remplacent quoi. Dans l'effort, toujours dans l'effort. Maintenant c'est vrai qu'on les voit noirs, ils sont sales, ils sont pleins de boue, ils sont tout humides, comme nous on était quand on était au fond, hein, remontés de noir, humides et puis usés. Eux ils arrivent, ils sont usés, hein, ça, plus que nous, hein, sûrement. Mais comme c'est pas souvent, nous c'était tous les jours. Hein. La poussière, ils en avalent presque autant que nous quand il pleut pas. Mais enfin, je crois qu'il n'y a pas de comparaison. Pour moi, c'est aussi dur l'un que l'autre. Il n'y a pas de vainqueur. Ils sont tous vainqueurs. Le dernier, on est obligé de mettre un vainqueur, mais je dis que le dernier a autant de mérite. Autant. Je ne sais pas si vous avez vu avant la tranchée. Il y avait des coureurs, ils sont arrivés au passage des niveaux avec 7-8 minutes de retard, mais ils ont voulu la passer, la tranchée quand même. Ils ont voulu la passer, la trouver. Ils ont peut-être abandonné la sortie, mais ils voulaient la passer. Et c'est ce que j'aime bien de la course. 11 hommes de tête à l'entrée du secteur pavé numéro 13. Là, les autres, ils ont dû méchamment embrayer dans un rambert. Forcing. Qui ça, lesquels? Incapi et compagnie, parce que nous on n'est pas dedans, on est là. On est avec les lotos. Allez, le bison. Allez, Yann. Quand t'es dans la campagne tout seul, il te reste 80 bornes à faire. Pas bon quand même. À quand le ravito? Il en veut plus. Il va arrêter? Ouais, il va s'arrêter. Ouais. Oui. Mal. Ouais. Ouais, ça y est, non, il relève. Je vous rappelle que nous avons 8 coureurs en tête de course. Les dossards de Cassani, 8 Van Esweg, 12 Bodrogi, 33... On est derrière lui, il avance plus. Tentez d'attaquer, 86 Schweda, 93 Hoffmann, 102 Bonnen. Les hommes de tête maintenant à l'entrée. Il arrête. Bon, on arrête, on n'a plus personne. 198,5. Tiens-moi! Putain, c'est pas possible ça! Tire! Tous les ans, ils travaillent, ils pensent, ils rêvent, ils préparent ce rendez-vous. Donc c'est sûr que pour eux, c'est encore une année de fichu. Attends, on va se faire. On va aller voir notre copain Christophe. Bon, Chris, t'as toute ma confiance, hein. T'as toute ma confiance. Pampan, il est tombé. Il a bâché.
Il n'y a plus que toi, alors on va aller tranquillement au Vélodrome. À la sortie de la zone 11, je vous rappelle que le groupe Musset Incapi est pointé à 1 minute. Allez Ludovic, allez Ludovic. Allez Christophe, allez Christophe. Allez Christophe. Paris-Roubaix, c'est toute ma jeunesse parce que quand j'étais jeune, on n'avait pas l'occasion de voyager. Donc on allait voir les coureurs, on passait nos vacances, parce qu'à cette époque-là, les équipes s'entraînaient. Elles passaient toute la semaine rue de Roubaix à Templeuve et on passait nos vacances à regarder passer Craxig, Anctil, Bobet. Donc pour nous, c'était une façon de voyager. On avait un problème, c'est entre Mont-Saint-Pével et Sizouin. On avait une zone d'une douzaine de kilomètres où il n'y avait pas de pavé. Puis on avait dit qu'il faudrait qu'on en retrouve du côté de Templeuve. En plus, Templeuve, au lieu de Paris-Roubaix, avant. Dans les années 68, parce que ça passait par là. Et il n'y avait plus de pavé. Et on s'arrête à Templeuve, il y a un moulin. Il y a le fameux moulin qui était caché par une grange. Moi, je ne savais pas qu'il existait. Si, moi, je l'avais repéré une fois comme ça, mais il y avait un chemin, alors il y avait des champs partout, puis il y avait une sorte de chemin. Et puis là, un jour, on est tombé sur une dame, Madame Farine, et chez qui j'allais avec Albert Bouvet, dans les années, quand je rentrais autour des années 80, on allait chez ces gens-là, on passait systématiquement chez eux. Comme par hasard, on a trouvé cette dame-là au moulin. Et elle a entendu la conversation, on a dit il doit y avoir un chemin quelque part. Et après, elle m'a rappelé, elle m'a dit j'ai eu ma mère qui se rappelle être passée en vélo sur un chemin en pavé à côté du moulin. Bah, je dis, on va le chercher. On va le chercher, je vais venir. Et un jour, on y va. Et puis on s'est mis dans l'axe du moulin, puis on a dit attends, on va bien, ça doit être par là, ça doit être par là. Et puis on a commencé à creuser, puis on a tapé sur des pavés. Et il y en avait en dessous. Et il y en avait. Les travaux ont commencé. Donc le lendemain, quand la pelleteuse est passée, il y avait environ 30 à 40 cm de schiste et de gravier. Et 8 jours après, il s'était passé une balayeuse, les pavés étaient sortis de terre. Donc c'était comme un miracle, quoi. Et on a trouvé des pavés comme ceux-là, en l'état. Pas esquintés, rien du tout. Au contraire, même peut-être mieux protégés que ceux c'est ceux qu'on a pris pour la première fois l'année dernière. L'année dernière, ouais. Sur une, je sais pas, 500 mètres. 500 mètres. Ah, tant que ça quand même. Ah ouais, 500 mètres. Donc on a découvert 500 mètres de pavés. Et cette histoire me fait penser que je suis sûr qu'aujourd'hui, il en existe ailleurs, mais il faudrait écrire des... C'est comme si vous aviez réussi des fouilles archéologiques. Voilà, exactement. Vous avez trouvé des pavés. Exactement. Mal au cœur un peu là, un petit passement au cœur comme on dit, beaucoup de préparatifs et surtout les derniers 72 heures là, donc on a travaillé en main pour essayer d'être dans le final, d'apporter sa contribution, d'avoir un résultat. Et a priori comme la moto elle est là, presque à 100 km de l'arrivée déjà, on ne jouait plus dans les boules et on était déjà un peu en jeu. Encore attends, on a un à l'arrivée, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre qu'ils finissent. Putain, moi j'ai eu peur surtout là. Là, il aurait pu dire les gars, j'arrête, c'est bon, on n'aurait rien eu à dire. Hein. Ouais. J'aurais pas été lui dire, tu continues. Non, c'est vrai. Vraiment. Je sais, j'y suis passé, je te dis, moi j'avais remballé les boules. À la sortie d'Arenberg, vestiaire. Plus un en course. C'était la grande équipe Renault quand même. Hein. Tu vois, Fignon, vainqueur du Tour et tout dedans. Hein. Tout le monde à la maison. Tout le monde à la maison. Plus un dans les boules. Non, rien. Il dit bon, on a eu tout chaud. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, et après, on a fait 1 et 2. Je te dis, moi je préfère avoir toutes les merdes la même année. On a gagné en 97, on va pas pleurer. En 97, on n'aurait jamais dû gagner. On gagne. C'est bien mon vieux Christophe. Non mais t'as rien à te reprocher. Accroche-toi un peu.
Ah, il va les mettre à 2 minutes à l'arrivée. Fini. Chapeau, rien à dire. Meilleur qui gagne. Cyril Guimard est venu à 2 ou 3 reprises lui dire allez, tu as 1 minute d'avance, à 1 minute d'avance. Il grimace, il sort la langue. Ah, il est vraiment en train de donner tout ce qu'il a dans le ventre, Marc Madiot. À Paris-Roubaix, je me suis retrouvé 4 fois pour la gagne au carrefour de l'Arbre. Au bout de 200 mètres, je savais que... Les 2 fois que j'ai gagné, je savais que j'avais ce qu'il fallait pour gagner. Les 2 autres fois, je savais que je n'avais pas. C'est comme un combat, hein. J'ai un peu tendance à dire que sur les pavés, c'est un peu, c'est au couteau que ça se passe. Sur la route, c'est plus une belle bataille, entre guillemets, c'est plus rangé. Sur les pavés, c'est les tranchées. C'est au couteau que ça se finit. Tout peut se jouer maintenant. Si Duclos parvient à s'accrocher à Ballerini... Oh là, il va trop vite, Ballerini. On a le mental plus fort que les autres. Et là, à ce moment-là, on y va. On ne l'a pas et on se fait triper. Hein. Dans le final, il faut tuer. Hein. Il y a un instinct de survie quelque part. Faut pas se poser de questions. On est là pour gagner, on n'est pas là pour se faire des politesses. Ça éclate devant, Jean-Paul. Je sais que la deuxième fois que j'ai gagné parce que j'avais gagné une première fois. Parce que mentalement, j'étais plus fort que Ballerini. Je l'ai fait péter dans la tête. Il a gagné après. Et là, s'il l'avait déjà eu gagné auparavant, j'aurais eu plus de mal. Et à un moment donné, c'est un rapport de force. On sent le mec qu'on a à côté de lui. On le sent. Madiot est parti, Marc Madiot est parti dans un grand... C'est l'essence même de la course cycliste qui est là, quoi. Entre le contact avec le public et puis ce rapport de force qu'il y a entre les coureurs à un moment donné. Ça devient une lutte d'homme à homme. C'est ce qui fait tout l'intérêt et tout le charme de la course cycliste. Marc Madiot, seul en tête de Paris-Roubaix. Marc Madiot en tête à 15 km de l'arrivée, un peu moins maintenant même. Marc Madiot se retourne, il sait que Ballerini n'est pas loin, mais il donne tout, Marc. Et il semble facile, il semble bien. On va vivre un final extraordinaire. Puis la dernière fois que j'ai participé à Paris-Roubaix, je suis tombé, j'ai fini à l'hôpital. J'ai dit là, c'est le destin qui te dit qu'il faut que tu t'arrêtes, c'est fini. Je me suis retrouvé à l'hôpital. La première chose que j'ai demandé, c'est de pouvoir suivre la course à la télé parce que je voulais savoir comment la course allait se terminer. Je n'étais pas du tout abattu ni déçu. J'avais bouclé la boucle. Et t'as fait rideau ce jour-là. Ouais. Et j'étais en paix avec moi-même. J'avais fait le tour de la question. J'avais réalisé ce que j'avais envie de réaliser. Et puis... non, j'étais bien. J'étais sur un lit d'hôpital, mais j'étais bien. Rentrer dans le vélodrome, faire son tour d'honneur, aller à la douche, c'est une fierté de devoir terminer Paris-Roubaix, quoi. À 3 minutes ou à 15 minutes, ce qui compte, c'est mettre un honneur en traversant la ligne d'arrivée au vélodrome. Oh là 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 là, travail. Putain. Oh là là. Non, bah laisse tomber, hein, il va repartir. On va finir à pied, c'est bon. Catastrophe. Bon, au moins on sait pourquoi, on est pas dans les boules. C'est la déroute. Pas un pet d'adhérence. Hein. T'as vu comment elle est la roue? Tu peux pas appuyer, là. Bah, il roule sur de la glace. Regarde le boulot. Voilà, là, il va encore s'en prendre une. Encore 100 mètres. C'est pour ça qu'elle est bandante cette course. C'était toujours sur le fil. Ah, c'est un monument, hein. C'est un monstre. Ah, c'est ce qui fait toute l'histoire du truc. Quand tu gagnes, tout devient facile. Quand tu es derrière, ça devient une galère à tous les niveaux.
sur le vélodrome. Ouais. Là, à un moment donné, t'as des frissons, du chair de poule qui te monte. Ouais. Écoutez le public de Roubaix. Écoutez ça. Oh, quand le cycliste vient comme ça, en communion avec son public, on se croirait dans la... Le moment le plus fort, je crois que c'est le virage quand on entre sur le vélodrome. Le virage là. Là, il y a 20-30 mètres, c'est magique. Après, on est dans le truc. Mais les 20-30 mètres d'entrée sur le vélodrome... Quand on rentre dans la Seine, ouais, comme je dis, ouais, quand on rentre dans l'arène, c'est grandiose. Je pense que c'est un peu comme les matadors qui rentrent dans une arène. Moi j'ai vécu quelque chose de grandiose, c'est que j'étais à l'entrée du vélodrome, juste au portail, même dans le boulevard avant, j'entendais le public qui scandait mon nom. Je suis rentré ici, il y avait un tour et demi à faire. Hein. Je peux vous dire, on aurait pu me demander d'en faire 50, je les aurais fait parce que le public me portait énormément, que je ne sentais plus le mal aux jambes et j'avais oublié. La deuxième fois, c'était beaucoup plus tendu. C'est vrai que quand je suis rentré ici, de là à là, je me suis déconcentré, je dirais, à l'entrée du virage du sprint et de ce que je devais faire parce que j'avais besoin d'entendre ce public qui scandait encore mon nom alors que j'étais avec Ballerini. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait faire l'effort supplémentaire pour venir garder la demi, je dirais, les 8 cm d'avance. Ballerini le surveille. Bien joué, bien vu, s'il prend la pédalier. Il faut monter Duclos. Ah, Ballerini dans sa roue, ce sera difficile. Duclos a choisi de terminer en costaud. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser, mais Ballerini revient à sa hauteur. Duclos à gauche, Ballerini. Duclos à droite, Ballerini revient à sa hauteur. Duclos, Ballerini, victoire de Nicolas Lassalle. Dès l'instant où on l'a gagné une fois, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus serein, on sait ce qui peut nous arriver, on va essayer de déjouer tous les pièges. Et quand on part dans une course comme Paris-Roubaix, c'est là où l'expérience joue un rôle important, c'est que en général, arrivé à un certain âge, on a tout vécu, le bon comme le mauvais. Donc on sait qu'on peut tout rencontrer et qu'il faut accepter de tout rencontrer. Donc je dirais qu'avec l'âge, c'est quelque chose que l'on accepte, qu'on est bien obligé d'accepter et que l'on a, je dirais, intégré avant de prendre le départ. C'est vrai que derrière, quand on veut finir par Roubaix, il faut savoir surpasser, je dirais, 2 fois plus le mal que devant, pour moi. Le courage, on l'a d'autant plus qu'on a l'envie. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a un tel public sur le bord de la route, qu'il y a une telle reconnaissance au niveau extrasportif de l'effort fait et accompli par les coureurs. Beaucoup de ces coureurs souhaitent arriver à Roubaix et puis terminer la course. Pour l'honneur d'avoir terminé, pour remercier le directeur sportif, pour remercier l'encadrement. Oui, pour dire j'ai terminé Paris-Roubaix aussi. Et c'est pour ça que tous les arrivants, à l'image de Mangin et bien d'autres, hein, quand ils passent la ligne, c'est véritablement une délivrance et un honneur aussi d'avoir terminé. C'est pour ça que c'est un vrai coureur, moi. Moi, ça m'aurait fait mal au trip de ne pas avoir un mec à l'arrivée. Je sais que c'est un risque qui existe. Comme on l'a encore vu cette année, il y a tout un tas d'aléas qu'il faut maîtriser et qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais de ne pas arriver au vélodrome, ça fait mal. Hein. Paris-Roubaix, il faut 6 mois pour s'en remettre et 6 mois pour se motiver. Donc je pense qu'on verra dans 6 mois dans quel état on sera. Mon plus beau souvenir, ouais, c'était chez les amateurs, Paris-Roubaix. Là, j'arrive en tête sur le vélodrome avec 50 mètres d'avance. C'était quelque chose, j'espère, et je rêve d'y arriver un jour pour la gagne. Celui qui rêve pas à Paris-Roubaix, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Si, hein. y a Ou à bout autour, s'il rêve pas, je pense que Marc est plus. De toute façon, à un coureur qui ne rêve plus n'est plus un coureur. Hein. Non. S'il n'y a plus le rêve quand on fait ce métier-là, faut arrêter tout de suite. Hein. Tout de suite.
Si c'est que uniquement pour la paye, il faut arrêter tout de suite. C'est le conseil du vieux là. Il faut rêver à Paris-Roubaix, il faut rêver au Tour, il faut rêver à des. Enfin, il faut rêver à n'importe quelle course, mais il faut rêver. Si on rêve plus. Ouais, mais si on rêve pas au mythique, on va pas rêver aux petites. Il a gagné, Marc Madiot. Il ne peut plus rien lui arriver. À la limite, j'allais dire, il pourrait presque terminer à pied. Bravo, Marc Madiot. Merci pour cette victoire. Paris-Roubaix, de toute façon, je crois qu'on l'aura avec nous jusqu'au cimetière. On mettra nos pavés. On l'aura avec nous jusqu'au cimetière. J'ai l'impression que ma plaque s'est décrochée. Tous les coups, elle est décrochée. C'est des tôles, des plaques que vous avez mis spécialement pour la course? Oui, pour protéger. Ah oui? Ah oui. Et c'est fait pourquoi? Pour protéger le carter en cas de choc? Ouais. Normalement, elle ne devrait pas toucher là. Ouais, elle est décrochée. Hein? Bon, on a bientôt fini. Oh le chantier, même nous on va pas finir, ça continue. C'est la bagnole qui est restée là. Oh là 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 là. Eh. Hein? Arrête-toi pour enlever la plaque. Bah je peux pas l'enlever, elle est vissée. À mon avis, il y a une ou deux vis de partie, mais je peux pas l'enlever. Faut que je finisse comme ça, hein, tant bien que mal. Regarde, ça me bouche. Hein.